période préhistorique. Et donc ici, tous les linguistes présents sont des linguistes qui travaillent sur des données empiriques qu'on peut observer. Non. Oui, non, il y a effectivement, oui, d'accord. Non, mais il y a évidemment oui. Le proto-français. Oui, le proto-français. Oui, tout à fait. Mais on fait des... Oui, je vois. Mais donc, il y a ce qu'on appelle la linguistique indo-européenne, hein, qui est vraiment un type de linguistique qui essaye de retracer ce qui remonte à la préhistoire et qui essaye de retrouver donc, les racines des mots qu'on observe dans les langues qui en descendent. Donc, d'une façon globale, en fait, ce n'est pas tellement cette période-là qui est l'objet de ces travaux. Mais je voulais juste dire que si vous regardez l'index de la grande grammaire du français, il y a à peu près 6000 mots ou termes. Donc il y a des noms de langues et des noms de langues qui ont influencé le français ou qui sont en contact avec le français. On mentionne l'indo-européen, et donc on ne mentionne pas l'albanais, mais on mentionne l'indo-européen qui est dans le français commun, en particulier pour cette famille de mots qui est souvent un peu, qui n'est pas regroupée en tant que telle dans d'autres grammaires, qui sont ce qu'on appelle les mots QU, qui viennent de cette racine indo-européenne commune en quoi, et qui ont la particularité d'être assez polymorphiques, donc qui, quoi, comme, comment. Et souvent, ils sont à la fois aussi bien interrogatifs, relatifs et superlatifs. Dans toute cette section sur les mots QU, ce qu'on appelle les mots QU, fait référence à l'indo-européen. Oui, peut-être si ça vous intéresse de voir un peu la composition du lexique français et d'autres origines que les origines latines dans la grande grammaire historique. Il y a toute une partie sur l'histoire externe, et donc on parle du substrat gaulois, du superstrat germanique, etc. Donc de toutes les influences successives, avec des exemples de mots. Pour le gaulois, le celte, on sait très peu de choses en fait du celte, parce que ce n'est pas une langue écrite. Donc on a très peu de traces. On en a un peu dans la toponymie, donc quelques mots assez isolés, des noms d'arbres, des choses comme ça. Mais vous aurez quelques informations dans cette partie-là sur l'origine du lexique français. Et on peut ajouter aussi pour la grande grammaire historique du français, en ce qui concerne le lexique, il y a bien sûr beaucoup d'autres langues qui sont importantes, qui sont prises en compte. Il y a le latin, mais il y a aussi le grec, donc il faut mentionner le latin et le grec. Il y a beaucoup d'autres langues qui ont prêté beaucoup de mots au français au cours de l'histoire. Et donc il y a cette perspective large, et en même temps, par la perspective diachronique, il y a aussi des réflexions ou des résultats qui se dégagent en ce qui concerne l'évolution du lexique dans une perspective plus générale. Il y a des études sur les concepts de base, les concepts fondamentaux, les changements selon les domaines, selon si c'est le vocabulaire très fréquent ou moins fréquent. Donc il y a des réflexions générales qui ne concernent pas que le français, mais l'évolution des langues en général et des concepts de langue en général. Alors, je vais peut-être... Quand quelqu'un donne son nom et... Oui, alors, donc je vous présente Céline Guillot, qui a collaboré à la grande grammaire historique du français. Céline Guillot. Oui, peut-être, quand ça répond, Céline Freud, l'Université de Würzburg, également collaboratrice de la grande grammaire historique du français, Anna Bélier, la grande grammaire du français. Voilà, donc d'interviendra donc, professeur de linguistique et linguiste. Je voudrais d'abord remercier les gens qui sont là, parce que je trouve que les entreprises sont des entreprises très adjuvantes pour les professionnels que nous sommes. Donc d'abord merci aux auteurs à la fois de la grande grammaire historique, de la grande grammaire et de l'encyclopédie.
vu que c'était quand même des entreprises qui n'étaient pas équivalentes. Alors, quand on regarde le volume de la grammaire historique ou le volume de la grande grammaire du français, c'est deux forts volumes, donc ils sont un peu équivalents en termes de volume. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est exactement le public que vous visez. Et la question s'adresse évidemment plus particulièrement à la grande grammaire du français. Parce qu'on peut imaginer que la grande grammaire historique s'adresse plus à des spécialistes, mais la grande grammaire du français, me semble-t-il, s'adresse aussi à des amoureux de la langue, que en fait Grevis voulait atteindre. Il aurait voulu être une grande grammaire scolaire et grande grammaire des amoureux de la langue, et en fait son public n'a pas tout à fait atteint. C'est devenu une grande grammaire quand même, et au début c'était pas exactement, il n'était pas tout à fait satisfait. Et vous avez choisi une maison d'édition, qui est quand même une maison d'édition a priori littéraire dans l'appréhension qu'on en a, et pas scientifique. Et c'est pas une critique du tout, je trouve ça très heureux. Et du coup, je me demande comment vous allez arriver à atteindre un public qui ne soit pas le public des universitaires. Parce qu'en fait, je ne suis pas tout à fait certain, pour avoir quand même pas mal feuilleté l'ouvrage, que même avec les conversions terminologiques qui sont faites, avec les tableaux de conversion qui sont faites, ce soit absolument accessible à monsieur et madame tout le monde amoureux de la langue, et aussi que ça corresponde à quelque chose à quoi ils puissent se raccrocher. Parce qu'en fait, ils ont chacun une appréhension relativement scolaire de la grammaire. Les amoureux de la langue ne sont pas toujours linguistes ou éclairés, même s'ils sont amoureux. L'amour n'a pas toujours l'électricité nécessaire. Donc voilà, moi c'était la question du public, parce qu'en fait, le public ne me semble pas évident pour la grande grammaire. Il est évident que ça s'adresse à des universitaires, mais pas évident que ça s'adresse aux amoureux de la langue. Donc il y a un couac. On a bien tous vu qu'il y a eu un déploiement publicitaire de la part de la maison d'édition, mais ça, je comprends qu'une maison d'édition, surtout si elle n'est pas scientifique, ait besoin d'un retour sur investissement. Donc, il y en a eu, c'est une tournée pour la GGF. Donc, comment est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir accrocher effectivement le public qui est celui que vous visez? Question subsidiaire pour la GGF d'ailleurs, vous dites quelque part que vous n'avez pas privilégié une théorie particulière en linguistique, si je ne m'abuse. Ce qui me semble assez faux, en fait. Hein. C'est quand même une linguistique très mécaniste, très distributionnaliste, matinée de HPSG, de la théorie de Anna Bellier et de Daniel Godard, ce qui en soi me semble tout à fait louable et légitime. C'est mieux de le dire, évidemment, à ce niveau-là, parce que ça ne correspond pas forcément à ce que tout le monde, le lecteur lambda, a l'habitude de connaître. Alors, je vais peut-être... Merci de cette question. Je pense qu'on peut élargir la question, en fait aussi les autres grammaires. Donc, quels sont les objectifs? C'est un peu la question que j'avais envisagée pour commencer. Quels sont les objectifs? Quels sont les publics visés? Et donc, pour les différentes grammaires. Alors, je vais peut-être donner... Ah oui, d'accord. Apparemment, il y a un problème avec le micro. Ceci est une pièce de décoration. Voilà. Donc, je vais peut-être donner d'abord la parole à la grande grammaire, parce que la question était en premier lieu adressée à la grande grammaire. Hein, donc, je pense que c'est une question qui est pertinente pour les différentes entreprises grammaticales. Merci pour cette double question. Donc effectivement, c'est une question qu'on s'est posée, à qui s'adresse cette grammaire, et c'est une question que notre éditeur, donc Actes Sud, a pris très au sérieux. Donc c'est pour ça qu'il nous a fait tout réécrire, c'est pour ça que l'entreprise, au lieu de durer 12-15 ans comme les autres grandes grammaires des langues européennes, a duré 19 ans. Les 5 dernières années, c'était uniquement un travail de mise en forme dans un but de vulgarisation. Donc effectivement, on a 2 niveaux de lecture, donc on met en retrait les passages où on discute d'analyse alternative, où on justifie le choix de telle ou telle analyse, donc les passages qui sont plus pour les linguistes, et on espère, enfin on vise effectivement tout le monde pour les passages qui ne sont pas en retrait.
Et on s'est vraiment donné beaucoup de mal pour que l'approche soit très aisée, c'est-à-dire qu'il y a un encadré au début de chaque section en grisé qui résume. Donc si vous voulez, vous avez en 10 lignes la place de l'adjectif, épithète, et puis si vous voulez en savoir plus, vous continuez à lire. Et il y a des tableaux, il y a 500 tableaux à peu près, qui c'est pareil, sont très pédagogiques, avec par exemple tous les mots interrogatifs, leurs catégories, des exemples de construction, tous les... pas tous, mais enfin une bonne partie avec des sous-classifications des adverbes de degré. Et l'édition nous a demandé un glossaire, donc 600 termes qui ont leur définition. Donc l'idée, c'est que le lecteur ou la lectrice de bonne volonté soit aidé et puisse s'y retrouver. Et après, effectivement, vu le poids de la norme et l'aspect prescriptif, il faut un travail de pédagogie. C'est pour ça qu'on intervient dans des endroits variés, comme celui-ci, qu'on intervient dans des bibliothèques. La semaine prochaine, je serai à la fête de la science. La fête de la science, c'est très grand public. On va faire une dictée en orthographe rectifiée, parce que notre ouvrage, comme l'ouvrage de Grevis, est en orthographe rectifiée. Donc on voudrait faire passer le message que l'orthographe n'est pas immuable, elle a une histoire, son état actuel n'est peut-être pas optimal pour l'enseignement. Enfin voilà, déjà bien distinguer grammaire et orthographe, parce que souvent les gens confondent et disent c'est pas bon, c'est pas correct. Oui pour l'orthographe, mais dans le domaine de la langue vivante, si on oublie le code orthographique, on a plusieurs possibilités. C'est pas binaire, voilà. Donc c'est un message qu'il faut faire passer, et je pense que c'est un travail de longue haleine. Donc on a des retours qui sont assez positifs. Alors voilà, peut-être qu'on n'a pas les retours négatifs, mais par exemple Antoine, l'institutrice de sa fille, utilise le chapitre temps, mode, aspect pour enseigner les temps verbaux. Donc elle a incorporé nos analyses. Moi j'ai le prof de français de mon fils qui est en prépa scientifique et qui commençait à leur faire des dictées et leur dire qu'ils étaient vraiment nuls. Et puis un jour, au cours de l'année dernière, il leur a dit qu'il avait acheté la GGF, qu'il leur recommandait de demander ça à Noël à leurs parents. Et au deuxième semestre, il commençait à leur dire non, mais vous êtes en insécurité linguistique, non, mais la norme qu'on vous apprend est complètement déconnectée de votre usage, c'est normal. Enfin, il avait changé radicalement de point de vue. Moi, je ne l'ai pas rencontré, il ne sait pas que mon fils est mon fils, donc c'était assez spectaculaire comme conversion. Donc moi, je suis optimiste, mais voilà, il faudra sans doute plusieurs années, peut-être plusieurs dizaines d'années. Alors, je vais donner la parole à Bernard Combette pour ce qui est de la grande grammaire historique du français. Oui, c'est ce qui a été dit. Le public est clairement universitaire, on va dire, étudiant, c'est sûr, et puis les collègues. Alors, on a surtout pensé dès le début, c'était clair, aux collègues qui ne sont pas spécialistes d'histoire du français, aux linguistes divers, qui s'occupent du français moderne, ou d'autres langues d'ailleurs. Et voilà, c'est peu ce qui a structuré notre ouvrage, je l'expliquais tout à l'heure, c'est essentiellement ça. Mais tout de même, on pense que ça ne va pas directement, mais que ça devrait servir quand même à la rénovation des études linguistiques historiques, qui, en France, je parle pour la France évidemment, je ne peux parler que de ça ici, qui est en piètre état, c'est le moins qu'on puisse dire, sinon en perdition totale, quoi. Et bon, peut-être par ce biais-là, si quelques collègues de l'université déjà, changer leur enseignement, avaient une vue un peu plus large sur l'histoire de la langue, alors qu'on avait très cloisonné en ancien français, en période, etc., ça serait vraiment un grand bénéfice, quoi. Alors par ailleurs, il y a un aspect qu'on oublie un peu, mais qu'on a senti comme ça. En travaillant comme ça, on a trouvé qu'il y avait ça faisait une sorte de ciment, si je peux dire, je ne sais pas comment dire autrement, dans la communauté, la petite communauté des linguistes diacroniciens du français. Il y a une famille quand même, je pourrais dire, c'est pénible de dire comme ça, mais des gens qui n'ont pas participé à l'ouvrage. Bon, et on les rencontre, on en parle, et tout le monde est content qu'il y ait quelque chose qui résume des années de travail, qui des pistes nouvelles, et bon, ça sert un peu. Voilà, c'était pas l'objectif au départ, mais c'est le résultat à l'arrivée, quand même. On est très content d'avoir travaillé dans ce sens, quand même. Ça sert au moins à ça, à cimenter la petite communauté de moi en France, quoi. Des collègues diacroniciens de l'histoire du français, peut-être faire quelques vocations. Mais ceci étant, vous ne trouverez pas cet ouvrage en librairie, c'est évident. Hein. La maison
dont le vend très bien et très content des ventes. D'ailleurs, par ailleurs, on a des retours très positifs de leur part, mais ils les vendent directement aux bibliothèques universitaires, aux universités, et puis ils font des démonstrations, je ne sais quoi, dans les colloques, ils sont très équipés, ils ont un réseau considérable, hein, et bon, je crois, Sophie tout confirmera, ils sont contents de bons échos, quoi. Ils disent que ça va, quoi. Voilà. Oui, et aussi du côté de la littérature. Oui, on y pense, oui, c'était pas l'objectif quand même. On n'a pas écrit pour les collègues littéraires, c'est vrai. Mais bon, ils peuvent quand même tirer un grand bénéfice de certains chapitres, et puis les historiens aussi, et puis évidemment, il y a beaucoup de collègues d'autres disciplines qui peuvent lire une nouvelle histoire du français, quand même, qui change par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Alors, je vais donner la parole pour l'encyclopédie grammaticale du français. Bon, donc José Delofeu, je représente la partie aixoise du projet qui était à l'origine, bien sûr, représenté par Claire Blanche Bévéniste. Et donc le point de départ pour nous, c'était de nous adresser quand même à, comme l'ont rappelé Dominique et Michaud, c'était de nous adresser aux étudiants en thèse qui manquaient de synthèse, de perspective. Ah, ils ont réduit, d'accord. Donc c'est ça le point de départ, hein, c'était essayer de montrer les acquis pour qu'on ne répète pas des choses qui ont déjà été écrites et de montrer les manques pour susciter des vocations, des entiers. La fait l'objet de polémiques. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas une thèse sur les adverbes pour montrer que, par exemple, ça n'existe pas, qu'il faut répartir tous les adverbes dans d'autres catégories, on peut imaginer des choses comme ça. Hein. Donc ça, c'était l'objet principal. Mais ensuite, c'est ce qu'a dit Anne est très juste, c'est-à-dire que quand on écrit quelque chose, un livre, c'est comme une bouteille qu'on jette à la mer. Hein. Et encore plus quand il s'agit d'un site électronique, hein, où on peut imaginer que quelqu'un qui n'arrive pas à dormir tombe sur encyclogramme.fr, comme ça, et tout d'un coup, hein, comme ce fameux clochard qui avait succédé au premier prof de chinois au Collège de France, il était là pour se réchauffer, puis il a entendu une conférence du prof de chinois, et il a fini par apprendre le chinois, et il a lui succédé quelques années après. Donc, voilà, il faut croire à ce genre de choses, hein, il faut croire au hasard heureux, c'est-à-dire la personne qui d'un coup se dit, mais oui, finalement, ce que je voulais, c'était m'intéresser à la langue, et le travail, que ce soit une de ces grammaires, peut donner une porte, hein, qui sera complétée par du travail et d'autres lectures. Hein, donc, et c'est vrai que le médium qui est celui de l'open édition, hein, je pense, va favoriser ce genre de... Hein, il y a aussi ce point qui est central, la complémentarité entre les éditeurs qui font un travail remarquable, professionnel, calibré, etc. Et puis tout ce mouvement d'open édition qui touche un public visiblement différent, mais au bout du compte, si les travaux qui sont présentés sont suffisamment sérieux, je crois que ça concourt à augmenter les connaissances du public, qu'il soit spécialisé ou grand public. Oui, puis on peut peut-être aussi penser aux jeunes chercheurs qui sont dans des pays où ils n'ont pas accès aux ouvrages, et avec l'encyclopédie grammaticale du français, ils peuvent accéder à des connaissances gratuitement sur le web, et ça, c'est sans doute aussi précieux. Je ne sais pas s'il y a encore une demande de prise de parole publique qui concerne cet aspect-là. Oui. Ah oui. Mais on va aborder d'autres aspects au fur et à mesure, donc vous aurez certainement encore l'occasion. Alors, oui. Sur le même aspect dont parlait Dan tout à l'heure, c'est-à-dire sur la question du public, il faudrait simplement poser la question si vous avez envisagé les questions d'enseignement de manière un peu plus précise. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez évoqué la différence de terminologie pour le complément de verbe, le complément d'objet direct, etc. Donc c'est très bien, il faut parler uniquement des 4 pays, la francophonie du Nord. Il y a pas mal de différences dans la terminologie en Belgique francophone, la terminologie en France, en Suisse et au Québec. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé dans la mesure où votre ouvrage pourrait inspirer, je l'ai fait
l'éducation pour tenter, voilà, pour tenter, je ne sais pas s'il faut aller vers une uniformisation, au moins une harmonisation entre les différents systèmes d'enseignement de la langue française là où elle est considérée comme langue maternelle. Voilà. Et alors je précise que vous n'avez pas répondu à la deuxième question de Dan concernant le volet plus théorique, du cadre théorique de la grammaire. Quoi. Voilà, ça c'est... Je ne voudrais pas monopoliser la parole pour la terminologie. Pour le côté pratique, on prépare effectivement une batterie d'exercices qui accompagnerait chacun des chapitres. Ça sera utile pour les enseignants. Pour le côté terminologique, Philippe Monneray, qui est responsable de la dernière version de la terminologie scolaire française, coordonne avec Franck Neveu un numéro spécial sur la terminologie, c'est le français moderne, dans lequel on va, les autres grandes grammaires aussi, on va justifier et expliquer nos choix terminologiques. Et je pense que je ferai le lien avec la terminologie belge et la nouvelle grammaire française en usage au Québec. Et par exemple, ce terme de prédicat qui est devenu tabou en France, il est utilisé dans les programmes du Québec. On l'utilise aussi, donc voilà, ça effectivement, dès qu'on quitte l'hexagone, on a une vision un peu plus large et plus intéressante des choses. Alors pour la théorie, effectivement, Daniel et moi, on a travaillé dans cette théorie qui s'appelle HPG, qui n'a pas été inventée par nous, qui a été inventée par deux collègues qui s'appellent Paul Arezac, et qui a été appliquée à des dizaines et des dizaines de langues. Là, c'est pas une spécialité française ni parisienne. Donc, cette grammaire n'est pas formalisée, donc on n'utilise pas du tout l'appareil formel complexe de ce modèle ou de cette théorie. Ce qu'on a retenu simplement, c'est les catégories et les fonctions, donc c'est pas très révolutionnaire. Donc les catégories, voilà, la nature des mots et les fonctions, et puis la notion de groupe, voilà, qu'on appelle syntagme. Et on pense que c'est un vocabulaire commun pour l'enseignement et pour beaucoup de linguistes. Alors je dois dire par exemple que c'est une grammaire qui accorde aussi beaucoup d'importance à la sémantique et au discours. Et donc parmi les auteurs qui sont présents aujourd'hui de la GGF, voilà, Antoine Gauthier, Karl Peters, Bernard Combette, ils ne sont pas du tout HPG, ils travaillent sur la sémantique, sur les discours, sur les écritures numériques, donc rassurez-vous, voilà, on est assez peu nombreux à par ailleurs avoir cette étiquette HPG. Alors, je vais peut-être aborder un autre point. Il en a été question au moment des présentations. Donc, la linguistique est devenue une science empirique. Vous avez entendu beaucoup le terme corpus. Corpus, ce n'est rien d'autre qu'une collection de textes qui peuvent être des textes de différentes périodes de l'histoire quand il s'agit de diachronie, qui peuvent être des textes oraux ou des textes écrits. Et donc, il y a donc une sensibilité aussi grandissante à la nature des textes. Il y a des spécificités de la langue orale, il y a des spécificités des registres littéraires. Donc, je voulais un peu savoir quelles ont été les consignes par rapport à l'utilisation de corpus. Sophie Prévost a été assez explicite par rapport à ça, en ce qui concerne la grammaire. Et donc, quelle est la place des différents types de registres et s'il y a eu des consignes spécifiques par rapport à ce genre de distinctions qui ont été données aux auteurs. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier lieu. Merci Anne. Non, je crois que je n'ai rien à ajouter sur le corpus noyau et intégral que j'ai mentionné tout à l'heure. En revanche, j'ai fait état d'autres données, d'autres corpus qui ont pu être utilisés parce que ça ne suffisait pas. En particulier pour ce qui concerne les systèmes graphiques, et puis aussi, peut-être Tobias, tu pourras parler un petit peu de la phonétique, donc je peux peut-être laisser Gabriela dire quelques mots sur les corpus spécifiques que elle et Yvonne Casal ont utilisés. Merci. Donc Gabriela Parussin, je parle ici aussi pour ma collègue Yvonne Casal et Elena Llamas-Pombo qui ont travaillé avec moi sur la partie 4, code graphique. Alors, comme l'a rappelé Bernard tout à l'heure, la seule grammaire historique, ou plutôt histoire de la langue, qui a fait une place à l'histoire des graphies, du code graphique, et l'histoire de la langue française de Bruno.
Mais Bruno avait laissé, donc, avait donné cette partie à Charles Beaulieu, et Charles Beaulieu a construit toute cette partie sur les graphies à partir d'un corpus d'attestations qu'il a trouvé soit dans les dictionnaires existants à l'époque, soit dans les textes les plus connus, comme par exemple le célèbre Chrétien de Troyes et les manuscrits du scribe Guillaume. Donc ce n'était pas très représentatif, même si c'est un bon travail. Et par la suite, pour ce qui est du XVIe, XVIIe siècle, Nina Katash, qui a, elle, beaucoup travaillé sur l'histoire de l'orthographe à l'époque pré-moderne, qui commence au XVIe siècle, hein, elle a travaillé sur quelques attestations sans faire de comptage, sans faire de fréquence. Donc voilà, nous sommes dit qu'en participant à cette aventure de la grande grammaire historique du français, qui se fonde sur un corpus, comme l'a rappelé Sophie Prévost, il fallait qu'on fasse, nous aussi, la même chose et qu'on propose aussi des comptages, des fréquences éventuellement, et qu'on soit très précis sur, par exemple, l'apparition d'une première graphie ou la disparition d'un digraphe, par exemple. Donc, quoi faire? Nous avons bien sûr utilisé le corpus noyau évoqué Sophie tout à l'heure, mais nous nous sommes aussi rendus compte que, on le savait un peu parce qu'on travaillait sur la graphie depuis quelques années, qu'on ne peut pas toujours faire confiance au travail des éditeurs. Pour deux raisons. D'abord parce que les éditeurs, notamment s'ils sont d'obédience lachmanienne ou néo-lachmanienne, pensent que peu importe la graphie, c'est un vêtement qui n'a aucune importance. Ce que l'on cherche, c'est le sens. Et du coup, on, comme je le dis toujours, trafiquait les graphies allègrement, parfois sans le dire. Donc on se rend compte qu'on travaille en fait sur des graphies qui ne sont pas des graphies d'auteurs ni de copistes, hein, mais d'éditeurs du 19e ou du 20e siècle. Donc on est retourné au manuscrit, notamment, surtout pour ce qui est de la ponctuation. Aucune édition moderne, même critique, même très respectueuse, même très béguériste, ne rend compte de la ponctuation d'origine. Donc il fallait retourner au manuscrit. Ce que nous avons fait avec des transcriptions diplomatiques que nous avions nous-mêmes, que des collègues nous ont prêtées, ou bien qu'on a trouvé grâce aux éditions électroniques. Parce que beaucoup d'éditions électroniques donnent accès à la version diplomatique, c'est-à-dire identique à ce qu'on trouve dans le manuscrit. Donc voilà ce qu'on a fait. On a un peu bricolé, hein, il faut bien le dire. On a fait feu de tout bois, comme je dis toujours, mais on a essayé de vraiment fonder nos analyses sur des bases solides et sur des graphies qui sont vraiment attestées. Ensuite, par rapport au corpus de la grande grammaire, donc le corpus noyau, on a aussi ajouté des chartes. Et donc on a fait appel à d'autres corpus qui existent comme les documents linguistiques de la France, parce qu'on avait envie d'avoir d'autres types de discours, donc des chartes ou des lettres manuscrites, parce qu'on a voulu voir comment les gens écrivaient au XVe, au XVIe siècle, le peuple romain du XVe, mais surtout XVIe et XVIIe siècle. Voilà. Alors, pour ce qui est de la phonétique historique, l'intérêt est par définition lexical, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas à un mot par rapport à sa relation avec d'autres mots dans un texte, ou rarement, mais on s'intéresse au corps du mot, et donc la chose est lexicale. Et là, le jeu est un peu différent, il est plus facile d'une part, et il est plus difficile d'autre part. Il est plus facile parce qu'on n'a pas à s'occuper des textes, on a à s'occuper des mots seulement. Il est plus difficile parce que, justement, c'est de la graphie qu'il s'agit, et pas d'une relation. C'est-à-dire,
vous avez de manière tout à fait standard 10, 20, 30, 40 graphies différentes pour le même mot, en ancien français par exemple, au IIe siècle. Et vous ne savez pas a priori qu'est-ce qui se cache derrière ça. Vous ne savez pas si c'est une lubie d'un scribe, si c'est une variété régionale, si ça a une signification, si c'est à prendre au sérieux ou pas. Et si vous vous noyez dans la variation graphique, vous n'allez jamais rien pouvoir dire sur l'évolution de la chose. Il y a des gens qui ont fait le travail pour ça, sauf tous ces gens-là sont morts depuis longtemps. Et il n'y a plus personne, je pense, aujourd'hui, qui a fait comme on fait au XIXe siècle. Les grammaires sont une émanation de la philologie. Les gens ont lu les textes et l'ancienne langue et voulaient les enseigner et ont écrit une grammaire pour leurs étudiants afin de pouvoir expliquer la langue dans laquelle les textes sont écrits. Et donc il y avait une communion nécessaire au XIXe siècle entre la philologie, la connaissance des textes et la variation graphique que ça implique, et la grammaire, qui en était l'émanation. Tout ça s'est perdu aujourd'hui, et il est déjà très difficile de trouver des philologues, comme dit Gabriela, il fallait retourner aux manuscrits, parce qu'entre nous et les manuscrits, il y a les éditions. Et ensuite, il faut corréler ça à la phonétique historique. Et là, ça me nuise encore davantage. Donc, les dépositaires de ça sont les manuels, les dépositaires de ce savoir ancien sont les manuels, a priori, c'est-à-dire les manuels de phonétique historique, les de la Chaussée, Régula, les Boursier et compagnie, ont fait ou sont censés avoir fait ce travail et ne mentionnent que les mots et les graphies qui sont sérieux. Et donc, normalement, on reste à ce niveau-là. Mais on ne peut pas toujours rester à ce niveau-là, et surtout, ils n'ont pas fait le travail de la même manière. Donc, pour répondre à la question, enfin, comme pour la phonétique historique, j'ai numérisé tous les index lexicaux des grammaires, des manuels. Chose que personne n'a jamais faite, et parce qu'il ne faut pas seulement avoir le fichier informatique des mots, il faut encore savoir où ces mots sont traités dans les grammaires, par qui, pour pouvoir comparer ce que disent les uns et les autres qui sont censés avoir fait le travail philologique, pour pouvoir comparer ce que les uns et les autres disent de ce mot ou de cette graphie, qui, selon eux, est jugée sérieuse et digne d'être prise en compte ou pas. Donc il faut avoir le matériel lexical et en même temps le lien à la pagination des grammaires qu'il faut. Alors je l'ai fait de manière artisanale, mais je me suis tout le temps servi de ça pour essayer de ne pas rater des interprétations graphiques dans ce domaine. Je ne veux pas monopoliser la parole. Oui, mais grammaire, en fait, je voulais juste dire que peut-être ce qui est différent dans notre projet des autres, c'est qu'il y a la création d'un corpus original en quelque sorte, qui est composé à partir de corpus existants évidemment, mais qui a été échantillonné, enfin on a fait une sélection des textes selon certains critères, et finalement ce corpus est aussi un produit de la grammaire et il peut aussi être utile, je pense à des étudiants, des thésards, même des étudiants en master, qui veulent faire des recherches un peu sur l'histoire du français. C'est un corpus représentatif, c'est peut-être un petit peu ambitieux de dire ça, mais disons au moins ça a le mérite d'exister et ça permet, c'est à la fois hétérogène et suffisamment homogène pour qu'on puisse comparer des textes à différentes périodes de l'histoire du français. Alors c'était Céline Guillot qui a pris la parole et elle est même responsable d'une grande base électronique pour le français médiéval qui est située à l'ENS-Dijon. Je retourne juste pour l'encyclopédie, mais très rapidement parce que le projet est complètement différent, vous avez bien compris. Donc nous on n'a pas constitué de corpus parce que l'objectif c'était que justement chaque personne qui a intervenu dans l'encyclopédie apporte les travaux d'autres personnes, fasse des synthèses de connaissances, et donc on ne donne pas de consignes au départ sur quel corpus utiliser. Donc chacun était libre d'utiliser les corpus ou d'utiliser évidemment en priorité les études qui avaient déjà été faites et donc les données qui avaient déjà été traitées.
Par contre, là, on est intervenu à quelques reprises avec quelques collègues, c'est quand les seules données qui étaient proposées étaient des données inventées. Là, pour le coup, en général, on donnait des recommandations pour dire allez voir du côté des travaux sur corpus pour voir ce qui a été dit sur des données réelles, orales comme écrites. Voilà, c'est la seule intervention qu'on avait, mais on n'a pas du tout de consigne sur quel corpus utiliser ou pas. On est très contraint par l'existant, les travaux qui ont déjà été faits, et éventuellement, si c'est lacunaire, au moment qu'il y a des gros trous, on demande éventuellement à ce que la personne qui rédige la notice essaie de compléter les trous ou fasse des recommandations sur comment améliorer la situation en termes de lacunes actuelles. Pour la grande grammaire du français, on avait un cahier des charges très précis pour chaque auteur, qui était d'avoir des données écrites, des exemples écrits et oraux de France et hors de France. Donc si par exemple Paul Capot nous fait un chapitre sur l'ordre des mots, avec uniquement des exemples de français parlé, puisqu'il est spécialiste du français parlé, on lui demande d'ajouter des exemples écrits pour montrer voilà, si c'est pareil ou différent. Si un autre auteur nous fait un chapitre sur les dislocations, donc moi, avec uniquement des données écrites, parce que c'est fréquent dans les romans policiers, on lui demande d'ajouter des données orales. Parce que, voilà. Et pareil, quand on connaît la variation hors de France, on demande, quand elle a été un petit peu étudiée, ou voilà, en général on la trouve, quand on la cherche, on demande d'ajouter des données hors de France. Alors au fur et à mesure du projet, puisque ça s'est écoulé de 2002 à 2020, les écritures numériques nous ont paru demander un traitement à part, parce que c'est de l'écrit, c'est pas de l'oral, mais il y a une spontanéité, une variation de registre qui les éloigne souvent des écrits normés. Donc souvent on avait en fait les trois sources, on va dire écrit normé, oral et puis internet, style blog, forum, réseaux sociaux. Et du coup, la limite du corpus est difficile à établir, parce qu'on a 1950, ça c'est très clair comme borne chronologique, mais sinon on était relativement insatiable. C'est tous les corpus que vous avez, donc ceux qui sont constitués, qui sont circonscrits, comme Frontex ou Orfeo, mais aussi tout ce qui est sur Internet. Donc voilà, Twitter, Facebook, ça c'est Antoine, c'est des milliards de mots, il n'y avait pas vraiment de limite. Après, voilà, il fallait faire le tri. Voilà, on a été vraiment confrontés, comme beaucoup de sciences humaines, au problème des grandes données, des big data. Et il faut faire le tri, voilà, et sélectionner, mais c'est aussi une chance d'avoir autant de matériel disponible. Alors, avec... Oui, j'aimerais ajouter à ce qu'a dit Christophe, justement, un projet possible pour les jeunes générations. Si vous regardez le monde anglo-saxon, ils ont essayé de résoudre cette espèce de dilemme dans lequel on est quand on fait des ouvrages de synthèse entre une grammaire d'une langue comme somme des connaissances qu'on a sur cette langue, quel que soit le corpus de départ, et la somme des usages attestés de cette langue. Vous voyez, c'est deux choses différentes qui peuvent se combiner, qui se combinent avec plus ou moins de poids. Alors les anglo-saxons ont résolu le problème, par exemple pour la grammaire de l'anglais, vous avez d'un côté la grammaire de Cambridge, le Cambridge Grammar of English Language, qui est une somme des connaissances sur l'anglais avec des références sur des corpus, évidemment, des emplois de corpus, mais vous avez parallèlement the Grammar of Longman Grammar of Spoken and Written English de Piper, qui lui fait une sorte de somme des usages. Il a un corpus prédéfini de 20 millions de mots, et il dit voilà comment est constitué le groupe nominal majoritaire, voilà quels sont les compléments de verbes majoritaires, etc. Donc ça n'existe pas pour le français, ça n'existe d'ailleurs je crois que pour l'anglais, sauf alors pour le français ça existe à un niveau assez petit. C'est le dernier ouvrage de Claire Blanche-Béréniste, ce que j'appelle la petite grande grammaire du français. C'est une parodie du titre de Little Big Man, vous savez, le western de Batman. Alors, Claire est partie c'est intéressant de lire par exemple le chapitre qu'elle a fait sur les relatives ou le chapitre qu'elle a fait sur l'adjectif. Elle est partie des usages attestés dans des corpus oraux. Et elle en dégage, elle dit par exemple, c'est assez étonnant que l'adjectif vrai n'est jamais utilisé dans les corpus de langue spontanée prédicativement. Ce livre, cette opinion est vraie, vous ne trouverez jamais ça. Le seul usage qu'on a de ça, c'est dans c'est vrai.
Hein, vous voyez? Bon, alors, quand les corpus sont utilisés de cette manière par des personnes intelligentes, c'est le cas de le dire, dans cet ouvrage qui est fait avec Philippe Martin, qui est ici présent, ça donne des résultats tout à fait intéressants. Hein. Vous pouvez comparer par exemple le petit chapitre qu'elle a fait sur les relatives avec les relatives telles qu'elles sont présentées dans les grammaires qui partent, si vous voulez, des usages considérés comme majoritaires, normatifs, etc. Hein, donc pour les chercheurs à venir, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il est souhaitable que l'on fasse l'équivalent de la grammaire, de style Weber pour le français. Donc on a les corpus maintenant, à partir d'Orfeo, par exemple, le corpus qu'avait compilé sous la direction de Jeanne-Marie de Bézieux, on a la possibilité d'avoir un corpus comparable à celui de Weber. Maintenant, voilà, la discussion est ouverte sur la pertinence de ce genre d'entreprise. Moi, je rajoute un point là-dessus. Au tout début, avant d'avoir un poste, donc en 2006, j'avais démarché, parce qu'on pensait déjà à cette question-là, c'est quelque chose qui est en tête depuis un certain temps. Et en 2006, on avait monté un projet justement de grammaire sur corpus pour le français. J'avais pris contact avec Larousse, donc j'avais été reçu par Larousse à Paris en 2006. Et je pense qu'ils n'ont pas compris du tout l'intérêt du projet. Voilà. Je pense que c'est tellement éloigné des problématiques d'édition et c'est pour ça que la grande grammaire est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'ils ont trouvé un éditeur, mais c'est pas évident à l'heure actuelle sur le français de trouver des éditeurs pour expliquer en quoi c'est utile et pertinent de savoir comment fonctionne la langue et pas juste de savoir comment on aimerait qu'elle fonctionne ou comment il faudrait s'exprimer. Et ça, c'est compliqué d'aller démarcher les éditeurs juste pour dire on a besoin de temps et on peut vous proposer un projet d'ici 5 ou 6 ans. Et c'est pas que la norme, c'est pas que comment il faut parler ou comment il faut écrire. Et ça, voilà, c'est compliqué de présenter de manière claire et d'arriver à embarquer des éditeurs avec nous. Ce qui ne s'est pas passé pour l'anglais. En fait, la grammaire de Weber, la Longman Grammar, c'est les éditeurs qui ont payé pour faire cette grammaire-là, qui s'est très bien vendue. Il y a plein de versions différentes pour les universitaires, les étudiants et autres. Mais voilà. Alors, pour le français, ça me paraît compliqué. Peut-être qu'en Belgique ou dans d'autres pays francophones que la France, c'est peut-être plus simple, mais en tout cas, en France, c'est compliqué. Alors, on a trouvé aussi, j'ai entendu à plusieurs reprises tomber le mot de norme. Alors, il est clair qu'il n'y a aucune de ces grammaires qui est normative, dans ce sens qu'on a des choses comme dites, mais ne dites pas. Hein. Il y a plusieurs façons de concevoir la norme. La norme, ça peut être... alors, je ferai peut-être ici même une expression à propos du bon usage. Quand on voit le titre de bon usage, on peut penser qu'il s'agit de comment il faut parler. Quand on regarde le bon usage en détail, on voit que c'est pas ça. C'est plutôt aussi une liste des usages. Et donc même le bon usage n'est pas un ouvrage qui soit normatif au sens strict du terme. Et donc, mais il y a plusieurs façons de concevoir la norme. Il y a aussi, d'une façon ou d'une autre, on est d'accord pour dire tel usage ne s'utilise pas partout, ne s'utilise pas dans tous les contextes. D'une façon ou d'une autre, on admet aussi une norme un peu plus implicite par rapport à quelque chose qui passe dans un discours neutre. Donc, alors, le problème se pose par des termes différents pour l'histoire de la langue, parce qu'au début, c'est surtout variation, mais là aussi, il y a petit à petit un transfert qui va se mettre en avance, on parlait de France, donc il va y avoir aussi du régionalisme. Donc, je voulais un peu voir comment vous avez abordé cette question de normes, de l'acception du terme dans vos grammaires. C'est assez dit tout de suite, mais alors, il faut bien distinguer comme tu as fait. Non, mais moi je me suis mal expliqué tout à l'heure, je ne crois pas dans mon discours du début. Il y a la norme écrite par les grammairiens normatifs, ça c'est une chose, et qui en France n'existe pour des raisons matérielles, n'existe qu'à partir de péniblement la fin du XVIe, qu'on va dire pour faire vite sur le français, parce qu'il n'y a pas de grammairiens du français. Bon. Et puis après ça, au XVIIe, Gauche-là, etc., ça va bien. Bon. Alors ça, est-ce qu'on en tient compte ou pas quand on fait la grammaire historique ça, et puis alors il y a autre chose qui n'est pas, moi je n'appelle pas ça la norme, enfin disons, qui est
dans les usages, des usages valorisés, ceux qui sont minorés, etc., de façon plus ou moins inconsciente et intuitive, quoi. Ça donne de la variation. Et donc on a essayé, nous, de traiter les deux. Oui, qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être une manière d'aborder ça, c'est en partie grâce à des métadonnées, des informations qu'on a sur les textes, par exemple les genres discursifs qui impliquent une forme d'attente de la part de la personne qui va, du lecteur ou de l'auditeur, etc. Donc là encore, c'est à travers le corpus, la façon dont il a été constitué, toutes les informations qui portent sur les textes, qu'on a essayé de tenir compte de ces facteurs et de les décrire et de les prendre en compte dans l'interprétation des observations qu'on peut faire sur les textes. La langue des farces. La langue des farces, ce n'est pas la même chose que, par exemple, les chansons de gestes. Donc, effectivement, on a quand même un parti pris c'est pas péjoratif, hein, une optique qui me semble que les collègues ont partagé général, qui est de donner priorité pour expliquer l'évolution, enfin, aux facteurs linguistiques, je veux dire au système, quoi. L'évolution interne au système. Et on ne se sert après des critères extra-linguistiques, si on peut dire, que deuxièmement, quoi. Et c'est le système lui-même qui bouge pour nous, qui a en lui-même ce qu'il faut pour bouger, quoi. Et puis alors après, il y a la socio-linguistique autour, etc. L'oral, l'écrit, la poésie, la poésie, etc. Il y a tout ça, on l'a pris en compte, bien sûr. Mais en priorité, c'est pas avec ça qu'on explique le changement, quand même. C'est discutable, ça, on pourrait discuter longtemps, d'ailleurs. Nous, on prend ça comme un accompagnement, enfin, quelque chose qui favorise ou qui freine, mais le mouvement, il vient du système lui-même qui a des failles en soi, par rapport au latin, etc., et qui doit bouger. Alors pour la grande grammaire du français, c'était aussi un peu nouveau pour nous. On prend la norme très au sérieux. Et on prend la norme très au sérieux comme fait social et comme fait social majeur pour le français. Donc on rappelle la norme quand elle existe, parce que voilà, les discours normatifs souvent sont implicites. Donc quand elle est explicite, quand on trouve des choses voilà, sur le site de Pays français, sur le site du Figaro, on le note. Et on note aussi quand l'usage s'en écarte régulièrement et on essaye d'expliquer pourquoi cet usage ne suit pas la norme, soit parce que la norme est un peu artificielle, parce qu'elle stigmatise une forme, soit parce que la norme est, par exemple, malgré que, soit parce que la norme est un peu désuète, parce que la norme qui dit d'employer ne avec pas était valable dans un état antérieur du français, le ne était négatif. Donc on dit à la fois que le subjonctif est courant après que, par analogie avec avant que, mais qu'il est stigmatisé par la norme. Et on note avec un point d'exclamation, est-ce qu'on veut que le lecteur sache, soit prévenu, que s'il écrit malgré que, qui est relativement bien formé, préposition plus que, c'est plus malgré que, enfin voilà, c'est plus une relative, c'est une concessive, on dit que ce sera mal vu et que la norme recommande bien que. Donc à la fois, on essaie de tenir les deux bouts, à la fois rappeler la norme, qui est vraiment un fait social important et on ne peut pas s'en passer, et voilà, si on passe un examen, si on a un entretien d'embauche, si on s'exprime dans un français conseil comme non standard, on sera pénalisé. Et en même temps, décrire les usages qui s'en écartent, expliquer leur raison d'être, ou leur coexistence avec l'usage normé. Donc on explique à la fois que ne a disparu, n'a pas disparu, mais est vraiment très minoritaire à l'oral, dans les phrases négatives en pas, enfin il est à 0,1% au Québec et puis à 10-15% en région parisienne, peut-être un petit peu plus à Bruxelles, enfin voilà, il est minoritaire. Mais on dit aussi que la présence de ne dans une phrase négative fonctionne comme un stéréotype du bien parler. Donc voilà, il y a une valeur sociale qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, on essaie de tenir les deux bouts. Mais ce qui est intéressant, et justement la grammaire historique est précieuse, c'est que la norme évolue. Par exemple, car, dont parlait Yves Namur, était vraiment stigmatisé par les académiciens du XVIIIe siècle. Ils voulaient qu'on dise pour ce que, par analogie avec parce que, et car a gagné, et car a remporté, en dépit de la norme. Donc voilà, on ne sait pas comment la norme va évoluer, mais on le note par exemple ce point médian que montrait Antoine Gauthier. On dit bien que c'est un emploi militant
est condamné par la norme. Voilà, on dit juste qu'il existe, qu'il est relativement équivalent en parenthèse, mais que justement, contrairement aux parenthèses, il est banni par la norme. Il faut le savoir. Voilà. Alors, oui, pour l'encyclopédie grammaticale, on a prévu quasiment dans chaque notice des paragraphes sur les questions de variation, afin d'intégrer les phénomènes variationnels à la description, plutôt que d'illustrer une théorie, comme cela a été dit. Et puis, il y a un élément qui nous paraît très important, c'est de mesurer les implications que peut avoir la sélection des données, toute sélection des données. Si on prend uniquement des données écrites, par exemple, pour décrire tel phénomène. Donc on essaie de voir, en confrontant les positions en présence, quelles sont les implications de la sélection qui a été faite par les auteurs. Alors, ça pourrait être intéressant de déplacer à un moment donné le problème vers l'idée de est-ce que les outils dont on dispose pour la connaissance sur les langues nous permettent d'intervenir sur la langue. D'intervenir sur la langue de manière qu'elle soit beaucoup plus inclusive. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 20% en France d'élèves qui sont exclus du système scolaire au dire des enseignants parce qu'ils ont mauvais accès à la langue de l'école. Donc c'est une problématique qui existait à un certain moment, puis qui a peu à peu disparu parce qu'on a manifesté une sorte d'impuissance devant ce phénomène. Mais quand on voit que l'Italie risque de basculer dans le fascisme, le néofascisme, quand on voit que les discours anti-scientifiques sont en train de se multiplier aussi bien chez nous que partout, on peut se demander quelle est la part de responsabilité de la langue de l'école là-dedans, qui exclut un certain nombre de gens et qui les livre pieds et poings liés au pire démagogue. Donc ça nous dépasse un peu, mais en même temps, ça devrait nous concerner. Voilà. Dans le rapport à la norme, il y a une question qui me semble intéressante. Dans les présentations, la grande grammaire du français se distingue ou se présente comme se distinguant du bon usage parce qu'elle se veut essentiellement descriptive, etc. Sauf que quand vous lisez les introductions du bon usage, le bon usage se veut aussi essentiellement descriptif. Malgré l'intention du bon usage qui se veut essentiellement descriptif, ce n'est pas l'auteur qui crée l'intention, c'est le lecteur qui va créer l'intention. Et en fait, on ne peut pas imaginer qu'un lecteur lambda lise le bon usage de la première à la dernière page, ce qui a permis quand même pendant des décennies de faire en sorte que les incohérences du bon usage en termes de théorie soient complètement masquées, parce qu'en fait on se sert de ce type de grammaire non pas comme une grammaire, mais comme un dictionnaire grammatical. Et donc en fait la partie la plus consultée dans ce type d'ouvrage, c'est l'index. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se prémunir de ça dans une grammaire comme la vôtre, parce que l'index est très fourni, et comment vous pouvez vous prémunir que la lecture qui va être faite par le lecteur ou la lectrice ne sera pas une lecture normative. Il ne suffit pas de le dire, parce qu'en fait, la plupart des lecteurs dits lambda qui ne sont pas spécialistes ouvrent ce genre d'ouvrage, non pas pour les lire de la première à la dernière page et en jouir de la cohérence théorique, ils s'en foutent, ils n'ont pas le temps. Par contre, ce qui les intéresse, c'est de trouver la réponse à leurs questions. Et ils viennent avec une mentalité qui est la mentalité de l'époque et que on vient de rappeler, qui est une mentalité relativement normative et coercitive, c'est-à-dire trouver la bonne réponse, c'est-à-dire ce que je vais devoir dire. Donc, est-ce que vous ne risquez pas d'avoir le même problème que Gauss, qui, pour le coup, quand lui est arrivé, a remis un peu de baume théorique dans le bon usage, parce qu'il a fait quelque chose de beaucoup plus morphologique, de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus lissé du début jusqu'à la fin. C'est les normes de travail d'André Gauss dans le bon usage. Mais en attendant, il ne reste pas moins que le bon usage est vu comme un ouvrage normatif alors qu'il ne veut pas. Et le vôtre, qui a la même intention de ne pas être normatif, comment est-ce que vous allez pouvoir jurer? Évidemment, vous allez me dire que vous ne pouvez pas. Comment vous allez faire pour qu'il ne soit pas lu de manière normative alors que toutes les mentalités du lecteur sont formatées pour qu'elles aillent dans ce sens-là? Dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, d'exemple douteux, il y a « ils se sont restés fidèles ». C'est le seul exemple douteux que vous avez donné.
Si vous googlez, vous trouverez ils se sont restés fidèles. Et moi, alors, vous allez peut-être me dire que c'est une variante belge, mais ils se sont restés fidèles, ça ne me semble pas indicible. On peut dire qu'ils sont restés fidèles l'un à l'autre, qui est la formule que vous privilégiez, mais vous considérez comme douteux. Encore une fois, avec seul exemple, ils se sont restés fidèles. Alors on sait très bien que c'est très facile de jouer sur les questions d'acceptabilité quand on travaille sur la critique d'une grammaire, c'est pas là-dessus que je veux vous emmener, mais simplement vous dire qu'en fait, du coup on a l'impression que c'est un peu normatif. Moi, ils se sont restés fidèles, je peux le dire, je peux l'entendre, et ça ne me ferait même pas hausser le moindre poil de mes sourcils. Donc voilà, il y a vraiment une question aussi d'esthétique de la réception pour le coup. Il ne s'agit pas d'avoir l'intention de dire que c'est descriptif, c'est comment est-ce qu'on fait pour se prémunir, est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là, comment on se fait pour se prémunir pour que la réception soit pas une réception normative, même si vous aviez prévu qu'elle ne le soit pas. Pour répondre rapidement, on accueille tous les lecteurs, quelle que soit leur optique. Voilà, c'est pour ça qu'on vise un large public. Ça ne nous gêne pas, si le lecteur veut préciser un point de norme, c'est une lecture légitime, c'est une lecture comme une autre. Peut-être qu'un jour, il ouvrira une autre page et qu'il verra autre chose, parce qu'il se posera la question, mais pourquoi diable parle-t-elle aussi des variantes non normatives? Mais non, tous les lecteurs sont bienvenus, tous les lecteurs sont bienvenus. Alors, je voudrais peut-être aborder un autre point. Si vous deviez mettre en avant quelques aspects par lesquels votre ouvrage se distingue par rapport à la tradition, par rapport à ce qui a précédé, quels sont les aspects innovateurs les plus importants de chacun des projets? Alors, je donne la parole à Esmée Lefreux, l'Université de Bruxelles. Je vais commencer par répondre pour la grande grammaire historique du français. Bernard Courbet a déjà mentionné dans la présentation, dans la première partie de cet après-midi, qu'il y avait vraiment un choix, une décision d'inclure des parties standards et des parties moins standards. Donc on trouve la phonétique, la morphologie, la syntaxe, les domaines classiques d'une grammaire historique, mais il y a aussi différentes parties moins standards, plus novatrices, mais qui, à notre avis, apportent des enrichissements et aussi des ponts entre différentes parties de l'ouvrage. Donc, il donne une conception plus générale et aussi qui est fondée sur des développements récents de la linguistique au niveau de la réflexion théorique sur le changement linguistique. Donc, on peut mentionner tout d'abord la partie sur l'histoire externe. Donc, il y a toute une partie sur l'histoire externe. Il y a déjà un panorama, une synthèse et une réflexion théorique, un essai de systématisation, de réflexion méta, réflexion sur la langue à différentes époques du français. Donc ça peut être utile à des publics très variés et c'est aussi, ça donne un approfondissement pour les différentes autres parties parce que ce sont les conditions externes qui ont quand même un impact, différentes variables selon les différents domaines de la langue, mais qui ont un impact qui interagissent avec l'évolution interne. Donc il y a histoire externe, histoire interne. D'abord, on note ça par exemple aussi dans les graphies, donc c'est une autre partie très novatrice. Il y a un chapitre, non, des chapitres, il y a toute une partie sur les graphies envisagées comme un domaine où on peut également étudier le côté systématique, donc évolution des systèmes, des graphies, de manière systématique au cours de l'histoire. Donc c'est un autre aspect novateur. Ensuite, on peut mentionner aussi le lexique. On dit grammaire, mais il y a aussi une partie sur le lexique. C'est aussi parce qu'il y a la linguistique récente a montré toutes sortes de transitions. Il y a un continuum entre lexique et grammaire. Il y a des notions comme la grammaticalisation qui dit que la grammaire d'aujourd'hui vient du lexique d'autrefois. Donc il y a une évolution à partir du lexique vers la grammaire. Et ainsi, il peut être utile de se pencher aussi sur l'évolution du lexique, de comprendre comment évolue le lexique.
Et on constate aussi qu'il y a des notions, des principes de changement comme la métaphore, la métonymie, le principe d'analogie, qui sont pertinents à la fois pour le lexique et pour les différents domaines de la grammaire. Ensuite, il y a sémantique lexicale et il y a une partie sur la sémantique grammaticale. Là encore, il y a des ponts intéressants. Donc les parties s'enrichissent, s'éclaircissent mutuellement. Il y a aussi la partie sur énonciation et grammatique. Là encore, c'est assez nouveau. Cela suit aussi l'évolution récente de la linguistique. Donc il y a toutes sortes de perspectives nouvelles et d'éclaircissements mutuels entre les différentes parties de la grammaire. Donc tous les développements qui permettent à la linguistique historique de se débarrasser de sa réputation d'être poussiéreuse. Et donc je signalerai pour la graphie que c'est particulièrement important, dans ce sens que le français a évidemment une graphie qui garde très fort les traces de son passé. Et donc il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment au moment de l'orthographe des figés, et qui ont des conséquences à long terme jusqu'à l'heure actuelle. Alors, une des spécificités de notre grammaire, c'est d'accorder beaucoup de place à la variation, et en particulier au français non européen, donc, qui est souvent négligé dans les grammaires. Donc, nous avons 3 auteurs du Québec. Nous avons une autrice qui est spécialiste du français du Congo, une autre qui connaît bien le français des Antilles. Donc cet aspect non européen est souvent un peu négligé dans les autres grammaires. Un autre aspect important, c'est d'accorder beaucoup d'importance à la sémantique. Donc on a vraiment des sémanticiens professionnels qui intègrent et traduisent et vulgarisent toute la sémantique contemporaine. Et donc je vais laisser la parole à Karl Witters, qui est un de nos sémantiques. Merci. Donc, pour le chapitre sur les temps verbaux, donc, oui, effectivement, on a mis beaucoup de données de variation. Nous avons fait ce chapitre à 7 auteurs. Et un de 7 auteurs, Françoise Gadet, elle a assuré pour toutes les parties de chapitre les données de variation, avec donc, par exemple, dans la partie sur les périphrases verbales, toute une liste de variantes régionales en France, belges, québécoises, etc. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que, avant la grande grammaire, je n'avais vu dans aucune grammaire. Il y avait une telle importance pour ces données des différentes régions en France et ailleurs. Et donc, je dirais aussi, autre spécificité peut-être pour ce chapitre sur ton aspect de modalité, c'est qu'on a un peu pensé dans l'idée que les non-francophones qui ont souvent beaucoup de problèmes avec l'utilisation des temps verbaux, que ce chapitre devrait leur être utile aussi. Bien sûr, il y a un lien évident avec le fait que la moitié des auteurs de ce chapitre étaient des néerlandophones. Donc, mais on s'est dit que, enfin, on s'est souvenu de toutes les difficultés qu'on a eues nous-mêmes quand on a appris l'usage des temps verbaux en français. On s'est dit il faut que ce chapitre soit utile pour l'apprentissage du français langue étrangère. Donc, moi j'ai appris beaucoup de choses dans ce chapitre, parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Il y a notamment une division très claire entre ce que Corbett appelle le temps dialectique et temps anaphorique. Donc à cet égard, il y a le système du présent, avec futur et passé composé ou passé simple, et puis il y a le système de l'imparfait, où l'imparfait exprime en fait la simultanéité, et pas le passé avec un point de passé. Et donc c'est conditionnel, futur du passé, futur de l'imparfait, voilà, imparfait présent du passé, et puis plus le parfait, passé du passé. Et donc, la hypothèse, c'est tout ce qui concerne la modalité, ça va d'un niveau de granularité, et voilà tous les sens de pouvoir, de devoir, de savoir qu'on ne trouve pas. Justement, peut-être, tu as utilisé le bon mot, la granularité. Quand on fait une grammaire, bien sûr, on ne vise pas que les linguistes. Et beaucoup de discussions qu'on a eues, notamment entre Daniel Godard et moi, c'était notamment sur les verbes modaux. Quel est le degré de précision
qu'on doit y mettre pour que ça puisse rester intéressant pour le linguiste, et qu'en même temps ce soit abordable pour le non-linguiste. Et c'est dommage que Daniel ne soit pas là aujourd'hui, parce que dans les discussions, elle m'avait demandé de simplifier un certain nombre de choses, et en relisant l'ensemble, je me suis dit, mais elle avait raison, Daniel. Merci pour le temps, j'attendais un petit peu ce sujet-là parce que j'étais autrefois professeure de français au collège et je suis passionnée de grammaire, mais évidemment nous avons été à l'école latine, n'est-ce pas? Nous avons fait beaucoup de latin. Aujourd'hui, la référence de nos adolescents est tout à fait différente, donc ça c'est une première chose très importante à avoir à l'esprit. Deuxième chose importante, c'est vrai que moi, j'ai adoré faire de l'analyse de phrases, mais je me suis très vite rendu compte que même en travaillant avec ce très cher Grevis, mes élèves ne progressaient pas dans la rédaction de texte. Or, la grammaire, c'est un moteur qui fait avancer un véhicule. Nous ne faisons pas tourner le moteur de notre véhicule devant notre maison, sans faire bouger le véhicule. Donc, il faut que la grammaire soit un moteur qui aide l'élève à progresser dans deux grands domaines. On l'a dit sur le plan oral, mais ça va aussi sur le plan écrit. Donc, à l'écrit, lire, écrire. Et une des grandes chances dans ma vie, c'est d'avoir rencontré Bernard Combette. Parce que Bernard avait créé une grammaire qui s'appelle bâtir une grammaire. Et il nous a fait prendre conscience de l'importance de la grammaire de texte. Les notions de récit, de discours sont fondamentales. Voilà, tout d'un coup, la grammaire est devenue quelque chose d'accessible pour les élèves parce que, je sais que les temps, hein, vous l'avez bien dit, c'est très compliqué, très compliqué. Mais la notion de substitut, par exemple, comment transmettre ça aux élèves à travers votre grammaire ou votre magnifique encyclopédie qui me ravit? Parce que, petite parenthèse, on supprime de plus en plus partout les alliances françaises, n'est-ce pas, sur la planète. L'encyclopédie, heureusement qu'elle va être là pour ces gens-là. Il achète. Petite parenthèse. Mais donc, comment votre grammaire aborde-t-elle ces problèmes de textualisation à travers l'emploi des sujets, l'emploi des référents, l'emploi des substituts et l'emploi des temps, récits, discours, etc. Excusez-moi d'avoir été long. Merci pour votre question, parce que justement, Bernard Combette est le responsable du chapitre discours de la grande grammaire, et le chapitre discours est le plus gros des grands chapitres. Il va parler un peu du chapitre, on a conçu le chapitre discours, qui est aussi important dans le Je vais tout à fait dans votre sens. Et vous savez, dans cette histoire, je pense que on a parlé de terminologie tout à l'heure, il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Ça, c'est ma crainte. Quand quelqu'un a demandé si on pouvait uniformiser les terminologies, tout ça, pourquoi pas, c'est un bon sentiment peut-être, mais ça masque le vrai problème. Le problème, ce n'est pas un problème de terminologie du tout. Et des enseignants en France actuellement, je parle que de la France, mais c'est pareil ici, je pense, ne sont pas embêtés du tout. Ça ne les gêne pas, la terminologie. Ce n'est pas du tout leur problème. C'est pas vrai. Le problème, c'est comment enseigner, qu'est-ce qu'on enseigne, comment on fait, quels exercices, quelle progression. On ne parle jamais des progressions, c'est intéressant. Est-ce qu'on fait, comme vous le disiez, du texte ou de la phrase, etc. C'est ça le problème. Terminologie, c'est accessoire. On peut enseigner sans terminologie, à la limite. Ça serait beaucoup mieux, dans beaucoup de cas. On fait trop tôt. Passons. Bon, je ferme ma parenthèse. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas les débats sur la terminologie, parce qu'on masque le problème. On masque le problème. Le problème en France d'enseignement de la langue, pas de la grammaire, de la langue, c'est pas du tout un problème de terminologie. C'est pour ça que le ministère qui a demandé à Sermondet, je crois, de faire il n'aurait jamais dû accepter. Enfin, il fallait pas, il s'est fait rouler dans la farine, là, quoi. Non, mais écoutez, on a besoin de texte, mais surtout pas d'une terminologie. On a besoin de texte qui explique aux gens ce qu'il faut faire parce qu'ils ne savent pas, et les manuels, ils sont pas bons. Hein. Bon, donc il faut remplacer ça, et puis il faut pas des manuels, des guides pédagogiques, je sais pas quoi, mais on peut en rédiger quand même, quoi.
Ça, on l'a fait il y a quelques années pour l'enseignement primaire, mais pour les collèges et les lycées, ça n'existe pas. Donc voilà, je ferme ma parenthèse pessimiste sur... Bon. Sinon, pour le reste, alors tu veux que je dise quoi? Le chapitre discours, on l'a conçu classique, il n'est pas, alors là, pour le coup, tranquille, avec les grandes parties, l'énonciation, les connecteurs, progression thématique, en fait, tout ce qui a à voir avec le texte. Moi, à mon avis, c'est très utile pour les profs de français. De toute façon, l'outil est rédigé, tout ça, c'est une synthèse. Bon, ça serait utile parce qu'il n'y a pas grand-chose comme ça quand même. Quoi. Mais après, il faut passer à la pratique, ça c'est autre chose. Et là, on est loin du compte, en France du moins. On n'y est pas du tout. Voilà, bon, c'est pessimiste. Mais enfin, rappelez-vous, les bouquins que vous avez cités, là, ils ne marchaient pas trop mal à l'époque. Ils marchaient très bien et il n'y avait pas tellement de terminologie, des trucs comme ça. C'était des manipulations, des exercices, etc. Si je peux me permettre peut-être juste de reprendre la parole pour parler des apports originaux, puisque ça n'a pas pu être fait, il y a une question qui est venue entre deux concernant l'encyclopédie grammaticale du français. Moi je dirais ceci, c'est que le fait de présenter des bilans épistémologiques référencés et assez exhaustif et vraiment spécifique de l'encyclopédie. Il ne semble pas qu'on trouvera l'équivalent dans les autres grammaires. Et puis, ce qu'on va trouver dans l'encyclopédie aussi, c'est un accent mis sur les cadavres dans le placard. C'est-à-dire que tout ce qui pose difficulté, comme par exemple la notion de phrase, tout le monde sait que ça pose des difficultés, que ce n'est pas si évident que ça de découper en phrases. La plupart des écrivains qui ne ponctuent pas, enfin les littéraires qui travaillent sur des textes d'écrivains qui ne ponctuent pas de manière standard rencontrent des problèmes avec la notion de phrase. Et bien là, dans l'encyclopédie grammaticale, nous avons voulu montrer quel est le problème et essayer de proposer un état de la réflexion sans proposer des solutions. Une autre chose qui nous caractérise, je dirais, c'est que les auteurs de notices ne sont pas là pour donner leur avis sur un problème et pour imposer leur solution. S'ils le font, eh bien, nous les chicanons, nous les non, c'est pas ça. C'est autant que possible, on voudrait des états des lieux un peu neutres où la position même de l'auteur sera une parmi d'autres positions. Alors évidemment, il est spécialiste de son domaine, il connaît peut-être mieux le domaine que les autres, et donc il a peut-être une légitimité aussi pour donner des préférences, mais il ne s'agit pas de faire la promotion de son modèle, il s'agit de mettre en perspective les différents modèles et de laisser ensuite le lecteur libre de son choix ou de ses choix, de ce qu'il veut en faire ensuite. Il peut, se forger une opinion personnelle à partir d'une vision un peu large des choses qui sont sur le marché. Voilà, ce serait ça nos objectifs et l'originalité, disons, de notre entreprise. Alors, il y a peut-être un aspect technique qui est peut-être quand même important, c'est il y a différentes, ça a été évoqué par Dan Van Randel tout à l'heure à propos du bon usage, il y a différentes façons de consulter une grammaire. On peut consulter une grammaire à partir d'un index, on peut consulter la grammaire en lisant le chapitre. Je pense par exemple pour la grande grammaire quand il s'agit de l'histoire externe, on a plutôt envie de lire le chapitre que de savoir quelque chose de ponctuel à propos de telle période. Alors, ce n'est évidemment pas indépendant par rapport à la structure de la grammaire, d'une part, et aussi par rapport au mode de consultation possible. Et donc là, comme je l'ai dit, il y a des possibilités un peu différentes, dans ce sens que nous avons une grammaire qui est une encyclopédie grammaticale qui est entièrement numérique. Il y a
français qui existe sous double forme, avec des possibilités de navigation. Et puis il y a la grande grammaire historique du français qui est disponible en format numérique, mais c'est un format PDF qui permet, dans un certain sens, des requêtes, mais d'une façon très limitée. Alors, comment est-ce que vous concevez en quelque sorte la consultation possible de votre projet grammatical? Qu'est-ce qui est pour vous le mode de consultation le plus important et comment est-ce que la technologie peut vous aider par rapport à ça? Alors, la GGHF contient en version papier un index des notions qui fait une trentaine de pages et qui, pour cette raison d'ailleurs, a pu être inclus. La GGHF, je ne sais pas si ça a déjà été mentionné, a été sous de très fortes contraintes de volume, très physiques, parce que De Gruyter ne peut pas faire excéder de beaucoup 1000 pages pour un volume physique. Donc, en fait, on a passé beaucoup de temps à raccourcir. Et donc, il existe un index lexical pour la GGHF, mais qui n'est pas inclus dans la version papier, pour deux raisons. Donc, la première étant les contraintes de volume, parce que ça aurait fait plusieurs centaines de pages. Mais l'autre question est tout simplement, l'autre raison est tout simplement pratique, puisqu'il n'est pas utile de faire un index lexical sous forme papier. Il n'est pas utile parce que si on veut faire des recherches dans l'index. Alors il existe, il est librement téléchargeable sur le site de l'éditeur, il existe donc un index lexical, c'est régulièrement mentionné dans les comptes rendus de lecture de la GGHF, donc positif. Il existe donc sous forme électronique. Et l'avantage évident, c'est en fonction. Alors, on peut l'utiliser de manière linéaire, comme sur du papier, quand on est à un usage, ou bien quand on a cet usage, ou alors quand on n'est pas assez avancé dans la consultation, dans le tri, ou dans Excel, ou dans d'autres, dans le logiciel de base de données. Et donc, il a une entrée par Étimon, il a une entrée en ancien français, il y a une version de l'index qui a une entrée Étimon, un autre fichier qui a une entrée ancien français, ensuite moyen français et français contemporain. Donc, tout le monde peut l'utiliser de manière tout à fait linéaire et feuilletée, comme si c'était du papier, mais vous pouvez aussi donnez-moi tous les mots qui ont un A suivi d'un R et d'un T au milieu du mot. Ça, vous pouvez le faire si vous savez manipuler le fichier. Et donc c'est ça tout l'intérêt d'avoir un index sous forme électronique. Et il faut aussi dire, c'est une espèce, pour De Gruyter, pour l'éditeur, c'était un espèce de produit d'appel aussi. Voilà. Je suis désolée, je vais peut-être passer une fois d'abord. C'est une question de proximité. Alors, sur la consultation, nous, il n'y a pas de. Comment dire? On ne sait pas exactement comment c'est utilisé. On n'a pas fait d'enquête sur la manière dont les gens l'utilisaient. Alors, en fait, on n'a pas énormément développé le côté électronique. C'est-à-dire qu'en dehors de la lecture suivie des fichiers ou d'accès par un moteur de recherche, il n'y a pas tellement d'autres fonctionnalités avancées qui ont été implémentées. Donc ça, pour le coup, ça serait peut-être une question à lancer aux utilisateurs et aux utilisatrices, de nous faire des retours d'expérience et de voir quelles fonctionnalités pourraient leur servir pour exploiter mieux les notices qui sont déjà disponibles. Voilà, mais pour l'instant, on a en fait soit la possibilité, comme ça a été dit, de lire directement sur les pages internet, soit de télécharger les fichiers PDF. On peut y accéder par un moteur de recherche, il y a un index aussi qui a été fait, mais pour l'instant, tout ça est fait de manière très très artisanale. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui décidons des mots qui nous paraissent pertinents à mettre dans l'index. Et comme vous l'avez compris, alors ça permet aussi de répondre
à la question précédente sur les originalités du projet, c'est un des rares projets où la table des matières n'est pas préexistante. Donc ça aussi c'est assez original. Donc c'est ce que nous permet aussi, l'avantage qu'on a donc, par rapport à des consignes éditoriales, c'est qu'on n'a pas de limite de taille. Donc peut-être qu'à l'arrivée ça fera 30 000 pages, peu importe, c'est pas un problème en soi. Et du coup on n'a pas non plus de contraintes à donner aux contributeurs sur le nombre de pages à donner. Alors, on essaie quand même de canaliser, mais les notices en moyenne ça va de 20 pages, peut-être pour la plus courte 20-25 pages, à 100-150 pages. Voilà, donc on n'a pas de contraintes, ce qui est plutôt pratique de ce point de vue-là, mais on essaie quand même de canaliser pour limiter le nombre de pages. Mais peut-être que ce qu'on devrait faire pour l'avenir, je pense maintenant, peut-être c'est pour la suite, d'essayer de faire des petites synthèses des notices, donc voilà, peut-être une demi-page ou une page, pour avoir une idée du contenu de chacune des notices qu'on ferait nous-mêmes, pour faciliter en fait l'accès, pour savoir voilà, qu'est-ce que vous allez avoir comme information quand vous allez consulter telle notice ou telle autre notice. Peut-être un travail à faire. Par contre, ce dont je suis à peu près sûr que les gens ne trouveront pas s'ils le cherchent, contrairement justement à d'autres ouvrages de type grammaire, c'est si quelqu'un vient sur l'encyclopédie grammaticale et cherche que à savoir quelles sont les tournures à utiliser, je pense que la réponse, il aura du mal à la trouver. Même si par ailleurs, dans certaines notices, il y a une partie à l'encart, comme l'a dit Gilles, sur éventuellement ce qui a été dit dans les grammaires ou des formes correctes à utiliser, c'est vraiment pas du tout mis en avant, donc ce ne sera pas du tout exhaustif et la personne sera a priori frustrée. Donc peut-être dans la logique justement de changer de point de vue sur ce qu'on attend d'ouvrages de référence en français ou grammaire du français, ça peut aussi contribuer justement à dire il n'y a pas que la norme qui existe, il n'y a pas que... la seule question qu'on va se poser, c'est pas forcément quelle est la tournure normative à employer, ça peut être aussi quelles sont les différentes formes utilisées en français, quelle est la richesse globale du français et pas juste la seule forme attendue dans mon examen, à l'université ou au collège. Oui, pour la grande grammaire du français, on encourage vraiment les deux modes de consultation, donc l'ouvrage papier ou la version numérique. On pense en particulier à tous les pays où il est difficile de se procurer des livres, et l'abonnement à la version numérique est vraiment très bon marché voilà, en visant ces pays-là. Sinon, je vais laisser la parole à Antoine qui s'est beaucoup occupé de l'index. Donc on a un index qui est organisé en sous-catégories et qui comprend aussi bien des notions que des mots. Et si vous cherchez juste la forme dans le texte, vous pouvez, mais certaines formes sont très polysémiques. Donc par exemple, genre, ça peut être la notion de genre, l'accord en genre, donc on en parle beaucoup, mais aussi le mot genre lui-même qui peut être un nom de ce genre de livre ou avoir un fonctionnement plus adverbial comme il était genre 18 heures. Donc il fallait, voilà, on a mis beaucoup de travail dans l'organisation de l'index. Oui, mais la grammaire a été conçue à l'issue d'un long travail éditorial que nous devons offrir plusieurs modes de consultation, justement. L'idée étant qu'elle ne se dirait pas comme un robot, effectivement, c'est de bout en bout. Le plan lui-même est assez classique, le plan des différentes sections et des différents chapitres est assez classique, mais on peut y arriver, on peut entrer dans la grammaire par des fiches qu'on a montrées tout à l'heure, qui présentent un terme et puis les différents aspects, les différentes analyses possibles de ce terme, les différents points par lesquels il peut être abordé. Le glossaire également peut permettre d'entrer, et puis surtout, effectivement, comme je disais, l'index est en fait un index un peu à plusieurs entrées, mais fondu dans une seule grande structure dans laquelle on va avoir effectivement un code typographique particulier pour rentrer par les unités lexicales ou bien par les termes techniques ou bien même par les zones géographiques. Enfin, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de faire plusieurs expériences d'utilisation et puis évidemment pour le numérique c'est encore pour la version en ligne, là s'ajoute la possibilité de faire de la recherche en plein texte en circonscrivant, donc je l'ai montré tout à l'heure, les différents périmètres. Donc voilà, il y a une multitude de chemins pour y entrer. Je confirme en effet que la grande grammaire du français est assez professionnelle du point de vue des modes de consultation. J'ai juste un point à rajouter. Alors, je fais le lien avec une autre ressource, comme ça je fais aussi la promotion pour des ressources externes, pour montrer que je ne suis pas chauvin. Voilà. Dans le dictionnaire des francophones, dont vous avez sans doute entendu parler, alors c'est très intéressant en fait cette question du dictionnaire francophone parce que eux justement se sont posés la question d'accessibilité et notamment vers les pays africains avec assez peu d'accès à des ressources diverses et variées. Et eux en fait ont mis complètement
en avant, ce qu'on fait assez peu pour l'instant, c'est-à-dire le développement d'applications sur les téléphones portables. Voilà. Et eux, ils ont vraiment énormément investi pour que leurs ressources puissent être consultées sur des téléphones portables, parce qu'ils savent très bien qu'en Afrique, en fait, ça s'est beaucoup développé, et qu'un accès à Internet via un ordinateur, il n'y avait pas forcément, et évidemment, accès aux bibliothèques non plus. Donc ça aussi, c'est sans doute une perspective à avoir pour l'avenir. Pour des grammaires, c'est peut-être pas forcément évident, il faut quand même avoir en tête que si vraiment on veut développer l'accessibilité, donner le plus de diffusion possible à la francophonie, et notamment envers l'Afrique, il y a vraiment un gros travail à faire de développement sur les applications sur téléphone portable. Applications gratuites sur téléphone portable. Oui, alors, ce qui est le cas du dictionnaire francophone. Oui, alors on arrive. Oui. Merci. Donc voilà, je voudrais revenir juste sur deux petites choses. Et une toute première, peut-être me présenter, parce que j'avais demandé aux collègues présents sur la scène de se présenter, je ne l'ai pas fait moi-même, donc Michel Verret, Université de Mons. Et donc je voudrais revenir un tout petit peu sur un point, là, la terminologie. Je trouve que ce que M. Combet a dit est un rien optimiste peut-être, il voit peut-être les choses de très très loin, mais je dirais que quand on enseigne la langue, on a besoin d'un minimum de métalangage pour parler de ce dont on enseigne. Et les chimistes ont leur langage, les physiciens, quand ils enseignent la physique, ils ont leurs mots pour l'enseigner. Et je ne vois pas pourquoi, nous, quand on enseigne la grammaire, on ne pourrait pas avoir un minimum de métalangage dans la classe pour parler de ce dont on enseigne et ce que les étudiants sont censés apprendre. Et pour être relativement sur le terrain, je vous assure que, je limite le terrain ici à la Belgique francophone, la multiplicité des terminologies, la grammaire étant pour les étudiants quelque chose de très abstrait, et pour connaître, je dirais, reconnaître la nature d'un mot, identifier sa fonction, c'est déjà quelque chose de très compliqué, et quand on est en plus sans arrêt sur des terminologies différentes, notamment entre l'enseignement moyen et l'enseignement supérieur, ça ne facilite absolument pas le travail. Donc voilà, je voulais simplement mentionner ce petit fait-là. Pour revenir à la grande grammaire historique du français que je n'ai pas encore eu le bonheur de consulter, j'ai peut-être une toute petite question par rapport à une nouveauté dont vous nous aviez parlé, qui était l'inclusion, je dirais, des discours grammaticaux, voilà, des grammairiens qui émettent des opinions, notamment sur la norme. Alors comment avez-vous fait cette inclusion? Je suppose qu'il s'agit plutôt d'un saupoudrage que d'une partie de chapitre en particulier. Et puis une question peut-être un petit peu naïve qui me vient. On a beaucoup parlé du proto-français et des origines, mais quand vous parlez de la grande grammaire historique du français, ça s'arrête quand en fait? Ça ne s'arrête pas. Bah oui, ben voilà, parce que vous avez, oui, mais juste, on parle de 1950 pour la grande grammaire du français, mais voilà, vous avez... Moi je réponds sur le problème de la norme, là, c'est traité, le problème de la norme grammairien, traité à deux endroits, dans le chapitre 4, je crois que c'est plus l'histoire externe. Enfin, de toute façon, il y a un chapitre spécial sur le facteur externe, et là, à l'intérieur de ça, dans cette partie, il y a un sous-chapitre spécial sur la norme. Il y a un normatif, voilà, ça c'est... Je pense à ça parce que vient de sortir le grand corpus des grammaires. Oui, bien sûr. J'ai participé à une, mais c'est que les grammairiens du 18e. Hein. 16e, 17e. 18e, bon, pas 19e, 20e. Donc nous on a essayé de prendre en compte même le 19e, le 20e, y compris les opinions de Lévis d'ailleurs, etc. Bon. Et alors après, vous avez raison de dire saupoudrage, parce qu'on n'a pas su faire autrement, c'est-à-dire que quand on avait les informations, parce qu'il y a des points de langue sur lesquels les grammairiens ne sont jamais prononcés, même s'ils font problème, apparemment, de façon bizarre, c'est toujours passé à côté. Bon, donc là, on n'a rien à dire finalement, sinon qu'il y a des variations. Mais alors, quand on a pu, de temps en temps, on a injecté, disons, ce que disait Rogelat, tel ou tel, sur tel ou tel problème. Sans savoir déterminer, on n'est pas arrivé à déterminer toujours si c'était plutôt un frein ou une accélération. Il y a toujours débat là-dessus. Le rôle du grammairien normatif n'est pas du tout évident. Est-ce qu'il encourage ou est-ce que au contraire, voilà. Alors on a simplement relevé ce qui se passait, on a cité les auteurs, voilà. Voilà, on a fait ça. Oui, non. Alors sinon... Oui, juste une chose, Nathalie Fournier, dans sa grammaire du français classique, a cette très jolie remarque, je trouve,
Elle dit à propos des remarqueurs et des grammairiens qu'on leur a souvent attribué une influence bien supérieure à celle qu'ils ont eue réellement et que le plus souvent, ils n'ont fait qu'entériner la norme dominante. Et je crois qu'elle a tout à fait... c'est une juste remarque. Et même chez les remarqueurs eux-mêmes, on relève des formules, enfin des expressions qui critiquent par ailleurs, quoi. Baudelaire est lui-même le premier à utiliser ce qu'il ne recommande pas, en fait, etc. Non, la situation, non, mais c'est vrai, pas beaucoup, mais enfin, quand même, la situation est assez embrouillée. Alors, pour le premier point que vous avez cité, attention, moi, je ne veux pas revenir là-dessus infiniment, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas une terminologie. On peut pas, il faut bien parler des choses, même avec les enfants, enfin, évidemment. À l'école, chez nous, à l'école, on fait le groupe avec les couleurs. Le groupe bleu, le groupe rouge, le groupe vert, en fait, c'est une terminologie, quoi. Bon. Puis petit à petit, il faut introduire une terminologie, mais je pense que c'est pas... On a ce qu'il faut. Il n'y a pas un problème de terminologie chez nous. C'est la façon de faire, en fait, c'est ça que je veux dire, quoi. Je voudrais répondre sur la question des bornes que vous avez posée, la borne inférieure. Donc, normalement, c'est les serments en 1842, mais pour ce qui est de l'écrit. Mais le français a une existence de 200 ou 300 ans antérieure à ça. Je ne me demandais pas de la placer à l'année X ou Y, mais il y a eu, depuis le latin, appelez-le vulgaire, tardif, ou ce que vous voudrez, oral, ou ce que vous voudrez, enfin la langue maternelle des gens était le latin à un moment donné, puis petit à petit, en Gaule, enfin partout nord de la Gaule, est devenu quelque chose qui n'est plus le latin et qui n'est pas le français dans l'acceptation de 1842. Alors il se trouve que pour la phonétique historique, tout se joue dans cette période. C'est-à-dire quand vous arrivez en ancien français, les jeux sont faits. Le français est là. Et il ne bougera pas beaucoup. C'est-à-dire c'est du pipi de chasse qui se passe entre le début de l'ancien français et la fin de l'ancien français par rapport à ce qui s'est passé avant. Et donc la plus grosse partie, depuis toujours, de la phonétique historique, c'est de la reconstruction. C'est de se prononcer sur un état de langue qui n'est pas écrit et où la plupart des choses importantes se sont passées. Les palatalisations, les syncopes, tout ça c'est terminé en ancien français. Voilà, donc, et on appelait ça proto-français. Alors, on n'a pas voulu appeler ça, pour ce qui est de la terminologie locale-roman, comme on fait ça traditionnellement, parce qu'en Gaule, il y a eu au moins 3 langues qui étaient parlées, l'occitan, l'ouïl et le franco-provençal, et que la langue dont nous nous occupons est exclusivement ce qui est parlé au nord de la Loire, enfin bref, dans le territoire de l'ouïl. Et donc, ça n'est pas du gallo-roman, c'est spécifiquement la variété de gallo-roman, si vous voulez, à la variété parlée en Gaule, qui est devenue le français. Et donc on appelait ça proto-français pour la période pour la période où la langue n'était plus le latin et pas encore le français. Alors, je voulais peut-être aborder une dernière question pour cette table ronde. Il en a déjà été question, la pertinence sociétale de la grammaire. Qu'est-ce que c'est qu'une grammaire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut apporter aux enseignants? Qu'est-ce qu'on peut en attendre pour ce qui est de la réflexion sur la langue? Qu'est-ce qu'elle peut apporter aussi pour des décisions politiques, par exemple, des décisions de politique linguistique? Donc, je voulais un peu vos commentaires par rapport à ça. Donc, alors, les enjeux sont évidemment différents d'après le profil de la grammaire. Donc, la question est donc, qu'est-ce que la grammaire, qu'est-ce que votre projet de grammaire apporte pour la société, pour la formation des enseignants, pour la réflexion sur la langue, et qu'est-ce que c'est de faire une grammaire aujourd'hui? Alors, je vais essayer de parler au nom des trois projets, je vais essayer. On ne s'est pas concerté avant. Voilà, je vais essayer quand même. Moi, ce que je vois, en fait, en tout cas pour la grammaire historique, je vois bien une remise en cause
de la manière dont on conçoit souvent, on va dire, le roman national de la langue ou de l'histoire du français. Et donc c'est toujours bien en fait d'avoir des spécialistes du domaine qui permettent de brasser très largement avec des données bien sourcées, voilà, des scientifiques de la langue et pas juste des gens qui ont une certaine représentation un peu idéalisée. Donc ça, je trouve ça vraiment bien d'avoir les connaissances actuelles sur ce qui s'est passé dans l'histoire du français, que ce soit l'orthographe, l'évolution de la prononciation, etc. Donc ça, voilà, je pense que ça peut avoir un impact sur le grand public, sur l'évolution de la langue, sur le fait que la variation existe depuis toujours, que l'orthographe n'est pas tombée du ciel, voilà, mais avec des scientifiques et une masse sur un document donné, que ce soit pour la grande grammaire du français ou l'encyclopédie grammaticale du français. Ce que je trouve intéressant en fait, du point de vue de la société, du point de vue de l'enseignement, c'est de montrer l'écart qu'il existe entre le fonctionnement du français contemporain et donc la variation, quel que soit votre âge, votre lieu de résidence, etc., et la forme qu'on enseigne depuis maintenant, on va dire, un siècle et demi, qui a assez peu évolué. Et à mon sens, en tout cas, il y a vraiment un besoin ou une explication à avoir sur la difficulté que les enfants ont à rentrer, notamment dans la lecture et l'écriture, liée à l'écart qu'il existe entre la forme qu'on leur enseigne, et donc on va dire avec des guillemets la norme ou des normes, et la forme qu'ils utilisent au quotidien et qui est utilisée au quotidien depuis très longtemps. Et donc ça, pour moi, ça peut permettre éventuellement d'évoluer sur la représentation qu'on a de la langue et sur les raisons sous-jacentes aux difficultés que les enfants ont, et peut-être à la plus grande difficulté dans le futur, que les enfants auront à s'approprier la langue si jamais on ne bouge pas de point de vue sur la norme enseignée. Voilà, on en a un peu parlé de la norme tout à l'heure, mais moi j'ai une très très grande interrogation sur qu'est-ce qui va faire évoluer le discours normatif dans l'avenir. Qu'est-ce qui va faire bouger par exemple le fait que à partir de demain, pourquoi on ne dirait pas que se rappeler, c'est se rappeler de quelque chose et pas se rappeler quelque chose. Voilà, donc ça fait très longtemps qu'on revient là-dessus, et donc à chaque fois on nous rappelle, oui, mais c'est se rappeler quelque chose, aller sur le site de l'Académie française, on va vous dire, ben non, c'est se rappeler quelque chose, palier A, palier avec complément direct, donc tout ça c'est rappelé depuis 150 ans peut-être. Et ça fait 150 ans que les gens, spontanément, majoritairement, utilisent la forme incorrecte. Et donc, vraiment, il y a une interrogation à avoir. Qu'est-ce qui permettra de faire évoluer sur des points de détail? Vous voyez, pour l'instant, c'est juste des points de détail. Mais sur ces points-là, qui sont des sortes de tartes à la crème linguistiques ou grammaticaux, qu'est-ce qui fera évoluer le discours normatif ou l'Académie française, par exemple? On peut se poser la question, qu'est-ce qui fera bouger l'Académie française sur ces points de détail-là? Et là, vraiment, il faut voir que depuis un siècle et demi, ils répètent la même chose en disant, ben, dans la 8e édition, on disait ça, donc on est censé encore continuer à dire ça. Comme si la langue n'évoluait plus. Et donc voilà, moi, en tout cas, nos trois projets, les trois projets qui sont présentés ici, je trouve ça intéressant parce qu'ils sont très complémentaires de ce point de vue-là. Et on se dit, est-ce que ça permettra de faire bouger la représentation qu'on a de la langue et notamment la représentation qu'on a de la langue? Oui, moi je suis très d'accord avec Christophe. C'est-à-dire que montrer qu'il y a plusieurs usages, ce qui est assez banal en linguistique, puisque voilà, toutes les langues ont de la variation, et le français particulièrement, puisqu'il est parlé dans une trentaine de pays. Déjà dire qu'il y a de la variation, plutôt que de dire il y a un bon français et puis des mauvais français, déjà c'est pas rien politiquement. Donc on espère pouvoir aider les enseignants à faire le lien entre la langue des élèves et la langue des textes qu'ils ont à étudier. S'ils ont un cours sur la négation, qu'ils puissent faire le lien entre le discours des élèves ou même le discours sans doute du prof qui n'est pas neuf et puis le texte qui est neuf et comment on explique ça sans dévaloriser justement l'oral ou l'usage quotidien. Donc on espère réduire un peu ou questionner, mettre en question un peu ce qui pour nous du purisme, c'est-à-dire de dire il y a un seul usage qui est bon et on exclut le reste. Combattre aussi un peu le déclinisme, parce que souvent les puristes disent qu'ils défendent la langue française, qui sans eux risquerait de s'abîmer, de se dégrader. Et on voudrait faire passer le message que cette pluralité d'usage, c'est ça la vitalité de la langue, c'est ça la force en fait d'une langue. Les langues meurent et les langues se détériorent quand leur nombre de locuteurs baisse. Donc c'est le cas de beaucoup de langues régionales, mais je ne pense pas que ce soit le cas du français. Pour moi, ce qui est
important dans ce genre de grande grammaire, c'est, je dirais, l'aspect de diffusion de la culture scientifique. C'est-à-dire qu'on constate un écart énorme entre ce qu'un grand public, même cultivé, a comme idée sur la langue et les théories des linguistes. Et donc, une grammaire comme la grande grammaire, pour moi, a le mérite d'essayer de donner à un public plus large une image de quelles sont les idées qu'on a maintenant sur la théorie linguistique. Diffusion de savoir. Ça a été plus ou moins dit par Bernard. Christophe qui a essayé de faire un résumé pour les trois projets. Ce que je pourrais ajouter, c'est que, comme l'a dit très rapidement Bernard, en fait, on espère que tout ce qu'on a écrit dans cette grande grammaire historique irrigue l'enseignement de l'histoire de la langue d'une manière ou d'une autre, montrer que nous sommes une communauté qui produit et qui est active et qu'on fait des choses nouvelles sur l'ancien français, le moyen français, le français préclassique, que par exemple la périodisation a changé alors qu'on trouve toujours la même périodisation dans certains manuels et dans l'enseignement de l'histoire de la langue. Donc ça, c'est une chose. Pour ce qui concerne la partie histoire des codes graphiques, tout ce que je peux espérer, c'est que ça contribue un peu pour quelqu'un qui veut bien le lire du début jusqu'à la fin, cette partie, la partie 4, à dédramatiser ce qui se passe notamment en France depuis 2016 et même avant, avec les rectifications et le fait que dans les manuels d'enseignement on a introduit l'orthographe rectifiée, ça a suscité un tollé levé de bouclier extraordinaire. Le fait de montrer non seulement qu'il y a de la variation, mais que notre orthographe, l'orthographe du français, n'est pas née au XVIIe siècle, elle n'est pas figée depuis le XVIIe siècle, mais qu'elle change, elle a toujours changé plus lentement, et que le système graphique du français a pu exister pendant 5 siècles en acceptant une variation extraordinaire, et la communication passait quand même. Donc voilà, si j'ai quelque chose, si j'ai un souhait, c'est celui-là, hein, que ça contribue à modifier un tout petit peu les données du problème de l'orthographe en montrant que ça peut changer un peu et que l'accent circonflexe, par exemple, n'est pas un attribut de la langue française depuis toujours, qu'il a été introduit à un moment donné pour des raisons très précises et qu'on peut peut-être s'en passer aujourd'hui dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas. Voilà. Et je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter. Non, merci, juste pour rebondir sur la question de la variation qui effectivement d'une manière ou d'une autre est quand même au cœur des trois ouvrages. Je crois qu'il faut qu'on se rappelle que voilà, le changement c'est un trait universel de toutes les langues. Hein. Une langue qui ne change pas est une langue qui est morte, hein, qui ne vit plus, et que le changement ça passe avant tout par la variation. Enfin, c'est la variation qui au départ entraîne le changement. Donc la variation est un signe, mais bon, ça a été dit en d'autres termes, mais est un signe de dynamisme et de bonne santé des langues. Et une langue qui ne serait pas soumise à la variation est une langue en mauvais état. Je voulais juste ajouter que des observations tout à fait parallèles peuvent se faire aussi pour d'autres domaines de la langue, pas seulement sur les graphies, mais aussi sur le lexique. Par exemple, les contacts de langue, si on regarde les débats sur les contacts avec l'anglais, et on peut les mettre en parallèle avec les contacts avec l'italien, on a parlé d'italiomanie, etc. Et parfois, la perspective historique permet de relativiser certains débats ou de fournir de nouvelles perspectives sur des développements récents, sur la variation actuelle. On voit que variation et changement
sont liés et que ce n'est pas catastrophique, mais que ce sont les principes généraux d'évolution de la langue. Et il y a aussi le côté, je voudrais ajouter aussi qu'il y a le côté patrimonial qui a été évoqué aussi cet après-midi. Je pense que l'histoire de la langue, ça fait aussi partie du patrimoine. Et il y a aussi un intérêt général, ça peut donner un fond historique, une conscience, un intérêt aussi pour la langue. Il y a certaines structures de la langue actuelle qui conservent, où on trouve encore toute l'histoire. Et par exemple, si on se demande dans les toponymes, Bourg-la-Reine, Bain-Marie, ce sont des structures anciennes. Donc c'est la grammaire historique qui est bien présente. Et aussi, par exemple, dans les phraséologismes, etc., on retrouve encore des structures anciennes. Et c'est aussi, pour moi, un chemin pour s'intéresser à la diachronie, à toute cette épaisseur diachronique pour les graphies d'eux-mêmes. Donc c'est aussi une sorte de prendre conscience de ce patrimoine dans une perspective historique et dans une perspective variationnelle, synchronique. Je voudrais dire deux choses sur le sujet. Premièrement, le constat que nous enjoint aujourd'hui tout le monde, dans toutes les disciplines, à avoir un impact par ce qu'on fait sur la société et l'économie. C'est comme ça que c'est à l'Europe, c'est comme ça que c'est à l'ANR, et c'est comme ça quand on écrit une grammaire, visiblement. Vous croyez que Bruno et Bruno, on leur aurait posé ce genre de questions? Voilà, donc je voulais juste constater le fait que la politique et le militantisme s'invitent dans la science et de plus en plus. Je trouve ça personnellement, je serais précautionneux au regard de cette évolution où les scientifiques, pour Corona et pour autres, deviennent militants et se répandent dans les journaux et ainsi de suite. Deuxièmement, je voulais faire l'éloge de la norme, enfin pas l'éloge, je voudrais simplement constater ici aussi que la norme est consubstantielle à la langue. Il n'y a pas de communauté linguistique sans norme, ça n'existe pas. D'accord, écrite, orale, ce que vous voudrez, et la norme a nécessairement, c'est pour ça qu'elle existe, a nécessairement une valeur sociale. Donc on parle bien, on parle mal. D'accord ? Et quel que soit l'amendement de la norme que vous réclamez à corps et à cri, d'accord, quelle qu'elle soit, elle aboutira à une situation où il y a une nouvelle norme, d'accord, qui aura aussi une valeur sociale. Donc la norme, elle est là pour être différente de l'usage courant, pour qu'il y ait cet décalage. Et ça a une fonction dans la société. Ça a une fonction et ça doit être enseigné. Et on maîtrise une langue pleinement seulement quand on maîtrise ses registres, y compris la norme. Et c'est ça que ça fait partie de l'apprentissage de la langue. Donc, je ne comprends pas bien comment on peut reprocher à la norme d'être la norme. Voilà. Non, et la norme, ça a été remarqué aussi plusieurs fois, là, ici, la norme bouge. Ça n'est pas le cas que la norme est immuable. La norme, enfin, vous n'avez qu'à voir, elle a bougé énormément, elle bouge tout le temps. Aujourd'hui, peut-être par l'Académie française, enfin, je ne sais pas quel rôle l'Académie française joue dans la norme est quelque chose de socialement complexe. Mais donc, elle bouge tout le temps, y compris sous le feu des gens qui réclament à corps et à cri qu'il faut maintenant admettre ceci, cela. D'accord, très bien, mais la norme en tant que telle n'est pas une mauvaise chose et elle est consubstantielle à la langue. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, je ne suis pas du tout d'accord avec Tobias sur son premier point, alors vraiment pas. Mais je l'entends, hein, mais je trouve que c'est un peu criminel aujourd'hui. C'est un peu criminel parce qu'en fait, il y a des enfants qui échouent à l'école parce que les enseignants ont une conception de la langue qu'ils considèrent qu'ils sont exclus de leur langue. Moi, dire à un élève que ce n'est pas sa langue, c'est juste criminel. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ratent à l'école parce qu'on leur dit que tu ne connais pas ta langue. Et du coup, quand Karl parle de la diffusion du savoir, et tout le monde a opiné sur la question de la diffusion du savoir, la question c'est bien de diffuser, mais il faut qu'encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le recevoir. Or, entre le savoir que vous avez mis sur la table
et la capacité de recevoir, il y a tout un discours médiatique qui vous dit, chez nos politiques à nous, grammaire, orthographe dictée, chez vous qui vous disent surtout pas la rectification orthographique, parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, la directrice de la commission des programmes en France a dit qu'il ne fallait plus utiliser l'orthographe rectifiée, hein, donc là on n'utilise plus. Donc il y a tout un discours médiatique qui est celui qui percole dans la société. Et donc ma question c'est, oui, et moi j'allais dire avant que Tobias se dise, mais je le dis encore plus fermement, il y a un moment donné où le linguiste, tout en restant linguiste, et il peut le faire, doit comprendre que la linguistique, à un moment donné, doit passer à un niveau de politique linguistique. Parce que la politique linguistique, c'est quelque chose qui se fait socialement. Et la politique linguistique, c'est les linguistes, les scientifiques qui parlent aux politiques pour dire maintenant vous arrêtez de dire des conneries sous prétexte qu'en conservatisme, vous avez envie de conserver votre niche électorale de vieux cons. Voilà, donc là il y a un réel problème. Ça ne veut pas dire que je suis contre la norme, je suis d'accord avec toi, il y a une norme et elle existe, il faut juste la regarder comme une norme qui existe, mais ne pas nier les variations. C'est juste, encore une fois, la norme, c'est dans des situations de communication, etc. Mais moi, je voudrais insister par rapport à la question de Anne. Ce qui me semble fondamental, c'est bien le rôle de politique linguistique pour qu'on dise aux politiques arrêtez de raconter des conneries sur la langue, parce qu'ils sont les premiers responsables. Et les médias sont aussi les premiers responsables. Donc moi, ce que je trouve quand vous dites il y a une vraie diffusion de la culture linguistique dans ce que vous faites, effectivement continuer, mais il y a un problème de translation et de traduction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour toucher un public, pour qu'il comprenne et qu'il veuille lire vos grammaires dans le sens de celui que vous voulez lui donner, il faut qu'ils aient cette conscience que ça puisse exister. Et médiatiquement, cette conscience n'est pas construite. Donc il faut une politique, et je suis désolé, c'est d'un évidence, mais il faut le faire. Et je suis très heureux qu'il y ait des organismes de politique et d'aménagement linguistique dans les différents pays de la francophonie du Nord, parce qu'eux permettent de jouer à ça. Non, mais sur ce qui a été dit, moi je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure Gabriela, je crois, d'accord pour défendre l'enseignement de l'histoire de la langue, qui est en France du moins, je ne parle que de la France, et quand même dans un état un peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc, bon, mais il ne faudrait pas travailler tout seul, je veux dire, parce que il faut que ça marche avec l'étude de la symphonie français moderne. Parce qu'elle ne va pas mieux, en fait, quand on regarde de près. La situation française, elle n'est pas bonne en diachronie, l'enseignement. Mais elle n'est pas bonne non plus sur le français moderne. Pas meilleure, sinon pire. Donc ça serait bizarre d'améliorer l'enseignement de la langue, l'histoire de la langue, avec des approches plus historiques, etc., en laissant l'enseignement, la synchronie telle qu'il est. C'est une catastrophe. Et pour rebondir sur l'histoire de la langue, à l'école, quand même, c'est l'enseignant qui est en question. C'est son problème. Bon. Mais pourquoi il est comme ça, l'enseignant? En grande partie, parce qu'il n'a pas eu d'information pendant ses... Il n'a pas été formé à autre chose, quoi. Quand même. Donc, il n'y a pas que les médias et tout qui... Bien sûr, c'est fondamental dans le développement, mais au départ, dans les études universitaires, enfin, du moins en France, Christophe veut dire mieux que moi, d'ailleurs, on n'insiste pas assez là-dessus, quoi. Sur la variation, les problèmes de la norme, etc. C'est pas dans les programmes, on ne parle jamais. Je parle pour les étudiants, les futurs profs de français en France. Hein. Voilà, ils sont formés surtout en littérature, et le peu de grammaire qu'ils font, c'est une grammaire traditionnelle. Voilà, et terminé. Il n'y a jamais de réflexion sur la variation, etc. Pour le français moderne. Alors, ça serait bizarre d'améliorer l'enseignement de l'histoire de la langue en laissant que ce soit complètement en désaccord avec ce qui se fait sur le français moderne. Il faut une vision globale, je pense, de cette histoire. Franchement. Alors, je pense qu'on va tout doucement clôturer ici le débat et je vais donner la parole au secrétaire perpétuel. Alors, quelques instants simplement pour vous remercier toutes et tous, tous les participants, toutes les participantes. J'aurais moi aimé parler de la norme et je pensais à Twitter en me disant, mais je ne peux pas vous parler de ça aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas aller chercher la norme dans les messages SMS et Twitter. C'est simplement cela. Je voudrais poser une question à l'Assemblée ici. Avez-vous remarqué quelque chose parmi ceux qui sont intervenus ici, qui sont là présentement sur la scène?
Eh bien, vous êtes 13. Ainsi. Mais ce n'est pas tout. Rassurez-vous, il ne vous arrivera rien du tout à Bruxelles. Hein. Retournez chez vous, peut-être. Ici, il ne vous arrivera rien. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Je me disais, voilà, 12 apôtres de la grammaire, qui est Jésus. Vous en discuterez devant un verre. Et peut-être aussi avec Dan, je dirais, qui est Judas. Je vous souhaite bonne soirée. Merci pour ce beau mot de la fin. J'arrive et donc je vais vous inviter maintenant à retourner à la salle où nous étions tout à l'heure. Il vous attend une petite réception de clôture. Et je vous remercie tous de votre présence, de votre participation et j'espère que vous avez profité de cette journée. Merci.